Bonjour à tous, nous continuons dans la quête du plan de l'âme, comprendre comment nous fonctionnons. Nous en tenons en plein milieu du chapitre, troisième chapitre. Et c'est un chapitre très intéressant, le chapitre de Tanya. La semaine dernière, nous avons déjà commencé avec la différence qu'il y avait entre les pères et les descendants. On a vu les différents attributs, les différentes sphères avec lesquelles Dieu a créé le monde. On avait parlé de Chochma, Bina, la sagesse, l'entendement, la connaissance. Ça, c'est considéré les mères. Et après, on a vu les 7 multiples qui sont les 7 jours de la création, avec le Chesed, la bonté, Gvura, la puissance, Tiferet, la beauté, etc., etc. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le détail, comme on a vu la semaine dernière, des premiers deux majeurs de l'acronyme Chabad. Chabad qui veut dire Chochma Bina Da'at, qui correspond à l'intelligence, la sagesse. Après la sagesse, nous avons l'entendement et après nous avons la connaissance. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble quelle différence il y a entre la sagesse et la connaissance. Pardon, la sagesse et l'entendement. Mais pour ça, on va rentrer dans d'abord l'exemple très intéressant qui est... L'intelligence et l'intellect. Non, l'intellect c'est la fin. On parle ici de l'intelligence. La chorma c'est la sagesse. Bina c'est l'entendement. Et dat, la connaissance. Tu vois, l'intelligence et l'intellect. On va rentrer dans les détails. On va comprendre ça avec l'exemple le plus simple qui est l'exemple d'un arbre. Un arbre est composé de plusieurs éléments. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? De quoi est composé un arbre? Quand je te demande qu'est-ce qu'il y a dans un arbre, bien sûr on a les racines, on a le tronc, après on a les branches, on a les feuilles et à la fin on a aussi les fruits. Tout a commencé d'une simple graine. D'une toute petite graine, et cette graine qui à l'apparence n'avait aucune importance, a fini par devenir cette merveilleuse arbre qu'on a aujourd'hui qui fait des mètres de haut, etc. Prenons un pommier. La petite graine de la pomme, si je te demande quand tu as la graine dans la main, est-ce que dans cette graine, tu as l'arbre ou tu n'as pas l'arbre? Et avant de rentrer dans les détails, on a le fameux débat dans la Gemara avec Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que quelqu'un peut acheter quelque chose qu'il ne possède pas encore? Est-ce que je peux te vendre ou te faire acheter quelque chose que tu n'as pas encore, mais que tu auras éventuellement dans le temps? Et l'exemple qu'on prend, c'est avec un arbre. Moi, est-ce que je peux te vendre cette graine pour la valeur, ce qui va en pousser 10 ans, 15 ans plus tard, le temps que l'arbre il va courir, il va pousser, il va grandir, et il va devenir cet arbre avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilos de fruits par mois ou par an? Ou bien non. Le fait qu'aujourd'hui, c'est qu'une graine, et j'ai aucune idée de qu'est-ce qui va pousser de cette graine, et je ne peux pas te garantir combien de kilos de fruits tu vas avoir de cette graine. Est-ce que je te vends la graine pour la graine ou je te vends la graine pour l'arbre? Rabbi Meir, qui est toujours différent des autres, il vient et te dit bien sûr, je peux te vendre la graine. Je vais chez Castorama ou je vais chez, comment il s'appelle, Leroy Merlin ou chez Botanique. J'achète des graines de tomates et je te vends les graines de tomates pour les 200 kilos par an qui vont te faire de tomates. Donc ça va te coûter la graine, je ne sais pas combien d'argent. Comme si tu achetais 200 kilos de tomates. Viens, Chachamim me disent non, ça n'existe pas une chose pareille. Tu ne peux pas vendre quelque chose pour quelque chose qui n'est pas encore dans tes mains. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Une graine? Vends-moi le prix de la graine. Ne me vends pas aujourd'hui quelque chose qui est ce qui va devenir plus tard. Parce que ça, je ne sais pas ce qui va devenir plus tard. Là est la même question et la même réponse par rapport à ce qu'on a ici. Quand je te dis que tu as une graine de pomme, est-ce que la graine de la pomme, c'est considéré que tu as le pommier dans la main? Ou bien est-ce que quand tu as la graine de la pomme, tu n'as pas de pommier dans la main, tu n'as qu'une graine de pomme? La réponse? Qu'une graine? Deux pommes. Deux pommes. Une ou deux Non. pommes? Une graine de pomme. La réponse est fausse. Morazakan va nous expliquer aujourd'hui que la réponse elle a deux tranchants. Oui et non. D'un côté, toute l'arbre, tout le pommier, il va venir et il va pousser grâce à cette graine. Peut-être. Et donc, il n'y a pas de peut-être. Ben oui, s'il y a une tempête, c'est parce que c'est. Hein? C'est aléatoire. Oui, mais en règle générale, quand j'ai une graine d'un fruit, c'est fait pour que le fruit pousse grâce à cette graine, si je plante cette graine. Sauf qu'aujourd'hui, c'est potentiel dans la graine. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Tu vas tout de suite voir, c'est bon. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, la graine actuelle n'a aucune valeur. Pourquoi la graine actuelle n'a aucune valeur en tant que graine? Parce que c'est une simple graine. Qu'est-ce que c'est une simple graine? Je dois attendre qu'elle se développe jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Cette graine n'a ni l'odeur d'une pomme, ni le poids d'une pomme, ni la couleur d'une pomme, ni l'odeur d'une pomme, ni le goût d'une pomme.
C'est rien de rien. Quand tu manges des graines, des fois tu manges une pomme et tu manges des graines, il n'y a absolument aucune importance. Afin que de cette graine sorte un arbre avec des pommes, il y a besoin d'abord de planter cette graine. Jusqu'à ce que cette graine va faire découler, va faire sortir l'arbre de pommes. Et arroser cette graine, et protéger cette graine, jusqu'à ce que petit à petit ça commence à monter, ça commence à grandir. C'est pas la première année que tu vas commencer à avoir des pommes. Au fin de compte, au fin fond du temps, pardon, à la fin de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés, de tout cet investissement, tu finiras par voir les pommes. Ces deux étapes sont indissociables l'un de l'autre. Tu ne peux pas avoir la graine sans tout le développement qui suit. Et si jamais tu te suffis seulement de la graine, sans le développement qui va y suivre, tu risques de rester avec une graine, voire une graine qui va totalement pourrir, alors que de l'autre côté, si jamais tu veux développer quoi que ce soit, tu ne peux pas développer quoi que ce soit sans la graine. Bon. Si tu ne développes pas quoi que ce soit sans la graine, puis si tu veux développer quoi que ce soit sans la graine, tu ne risques pas de développer grand-chose. Ça, c'est l'exemple. Pourquoi on a pris l'exemple d'un arbre avec la pomme, ou d'un arbre avec une graine? Parce que la Torah te dit qu'il y a Adam et Tzasadé, l'homme et l'arbre des champs. Et alors, la même manière par rapport à la formation d'un humain, après on va rentrer dans les détails de ce qui est l'intellect et l'entendement, Chochma et Bina, on a exactement le même développement. Le début de la grossesse, c'est une graine. Après ce début de grossesse, on a tout le développement jusqu'à le processus que ça devienne un fœtus, jusqu'à ce que ça devienne un être humain, un enfant à part entière. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le cours précédent, le chapitre précédent, le deuxième chapitre. Vient le Morazaka, le Balatania, dans ce chapitre. Et il te dit que dans la manière comment se développe l'intellect de la personne, quand on parle de Chochma, la sagesse, c'est exactement le même processus. Quelle différence il y a entre Chochma et Bina? N'importe quel développement technologique, n'importe quelle nouveauté, n'importe quelle innovation, n'importe quelle nouvelle idée dans une entreprise, dans une affaire, dans la société, dans quoi que ce soit, tout a commencé d'une graine. Tout a commencé d'une simple idée qui est passée comme une, on va dire pas une étincelle, mais qui est passée comme un éclair. C'est l'éclair qui passe dans le ciel, c'est quelques secondes. Après que cette idée est arrivée, a commencé l'étape du développement. Qu'est-ce que ça veut dire le développement? Là, on a commencé à analyser tout. On a commencé à rentrer dans les détails, essayer de voir si ça colle pas, si c'est cohérent, si c'est pas cohérent. Est-ce qu'on peut le comparer avec des autres idées? Chercher des méthodes, comment mettre cette idée en application, jusqu'à ce que cette idée qui commençait d'une simple idée, qui avait l'air d'une idée simple et bête, tout d'un coup, cette idée prend forme. Quelqu'un, il rêve un jour, je vais fabriquer une application. Je vais écrire un livre. Je vais développer une société. Je vais développer un nouveau produit. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête au départ? Par quoi il a commencé? Au départ, il n'avait pas le produit fini. J'ai envie que les gens, à midi et demi, puissent appuyer sur un bouton et reçoivent le manger à la maison. Tu as aujourd'hui des réseaux de restaurants aux États-Unis, par exemple, avec des jeunes juifs intelligents qui se sont dit, c'est pas normal que tu dois aller jusqu'au restaurant pour commander quelque chose de frais. Tu peux, dans ton bureau, commander le produit frais comme si tu aurais été au restaurant et avoir le produit livré dans une demi-heure. Pas comme tu as les livraisons, je commande un sandwich. Vraiment, comme si c'était quelque chose de frais qui vient d'être fabriqué que pour toi. Et ils ont développé des réseaux gigantesques de restaurants dans tous les États-Unis avec ces produits frais. Mais tout a commencé d'une idée qui est tombée dans la tête. Tu as ce qu'on appelle la première idée, l'éclair, et après tu prends cette idée et tu la mets en application. Comme dans la graine, tu ne vois pas la pomme. La graine, tu ne vois pas l'arbre. La graine, tu ne vois pas les branches. Dans la graine, tu ne vois pas les feuilles. Dans l'idée, tu ne vois pas et tu n'es pas encore au courant qu'est-ce qui va se développer à la fin. C'est une simple idée. Pas seulement que c'est une simple idée. Quand tu es au processus numéro 1, au tout début, tu commences à développer cette idée, ou tu commences à avoir cette idée, tu n'as aucune idée comment sera le produit fini. Tu t'imagines, plus ou moins, ça c'est ce que tu veux, comment sera le produit fini. Mais pour l'instant, tu n'as aucune idée de comment il aura réellement. Et la preuve est que pendant le processus, combien de choses peuvent changer, évoluer, ce qui peut à la fin être en aucun cas ce que tu t'es imaginé au départ. Une fois que tu développes cette idée, ça prend des fois beaucoup de temps, et le produit fini est dans ta main, là tu peux apprécier ce que tu avais dans l'idée au départ. Et quand quelqu'un va venir te demander, est-ce que c'est ça ce que tu t'imaginais quand tu as développé la boîte, quand tu as développé l'affaire, quand tu as développé l'entreprise, quand tu as développé le produit? Oui, plus ou moins, ça c'est ce que j'avais. Tu regardes avec du recul, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est ce que je voulais faire. Tu as pu prendre quelques déviations.
mais dans l'idée même, c'était l'idée que tu t'es imaginée au départ. Combien de fois ça arrive qu'on est assis en groupe dans une société, groupe d'entreprise, et on débat de tel produit, tout d'un coup, j'ai une idée. Et les gens disent, toi, laisse-nous terminer d'abord le projet, après on verra c'est quoi ton idée. Viens pas avec tes idées bizarres, et tu es en train de nous troubler dans le sujet, dans la réunion de quoi on est en train de parler. On peut comprendre ça avec la chassidoute. Prenons la chassidoute, comment elle s'est développée, la mystique juive, comment elle s'est développée depuis le départ jusqu'à nos jours. Au départ, c'était une simple idée que le Baal Shem Tov a lancée, que tu peux même la concentrer dans une seule phrase. Le Baal Shem Tov, qui était l'auteur de la chassidoute il y a 300 ans, te disait la fameuse histoire, ce que son père lui a enseigné quand il avait 5 ans, n'aie peur de personne et aime chaque juif. La base. Avec ces deux phrases, toute la chassidoute à l'intérieur. Toute la mystique juive, tout ce qu'on connaît les derniers 300 ans, aime Dieu, n'aie peur de personne, aime chaque juif. Merci, au revoir. Plus ou moins comme l'histoire que l'Agmara nous raconte avec ce fameux non-juif qui a voulu apprendre toute la Torah sur un pied, qui est parti voir Shammai, et Shammai l'a fait courir jusqu'à aujourd'hui, et il est parti voir Hillel, et Hillel lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres, tout le reste ce sont des commentaires. Et tous les débats qu'on a, est-ce que vraiment ça c'est toute la Torah, est-ce que c'est ça qui l'a poussé à apprendre pendant quelques années, etc. Le Baal Shem Tov, il a lancé l'idée. Son élève principal, le Maggid de Mezrich, a développé cette idée de la manière la plus large, jusqu'à avoir ses 120 élèves, d'où a découlé dans la 3e génération le Admo Hazaken. Un parmi tous les élèves du Baal Shem Tov, qui a fait en sorte de nous expliquer de manière claire, de manière précise, de manière organisée, afin de pouvoir comprendre comment mettre en application ces deux grandes lignes. C'est la seule chose que le Baal Shem Tov nous a enseigné. Il nous a enseigné beaucoup d'autres choses. Sauf que comment mettre en application pour la vie, pour l'idée de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on a vu il y a quelques semaines avec les 10 commandements. La Torah te dit que toute la Torah est enveloppée, inclue dans les 10 commandements qui font 620 lettres. 613 pour les 613 commandements, 7 lettres pour les lois de Chachamim, de nos sages, ou bien pour les lois de Nord, selon différents avis. Tu concentres ça encore plus, on te dit que les 613 commandements qui sont inclus dans les 10 commandements, eux-mêmes sont inclus dans les premiers 2 paroles qu'on a reçues de Dieu. Qui est, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et on va plus loin, on concentre ça encore plus, on te dit que les 2 premières paroles qu'on a reçues de Dieu sont inclus dans le premier mot que Dieu l'a utilisé, qui est Anochi, je suis ton Dieu. Qui n'est même pas un mot en hébreu, qui est un mot en égyptien. Et ça même, on te dit que c'est inclus dans la première lettre. Donc n'importe quelle chose qui existe sur Terre, que ce soit monter une société, fabriquer un produit, n'importe quelle idée que quelqu'un ait là, tout au départ, ça a commencé avec cette graine. Sauf que cette graine, par excellence, cette graine, naturellement, c'était qu'une graine. Tu avais le choix de la développer, tu avais le choix de l'utiliser, tu avais le choix de la mettre en application, de mettre un plan, comment on va faire en sorte que cette idée va descendre dans le monde réel ou rester une simple idée qu'on va oublier. Et après, tu as certaines personnes qui se sont focalisées sur l'idée, qui ont pris cette idée et qui l'ont mis en application. Ce qui prend énormément de temps. Après qu'on a vu tous ces détails, on va comprendre qu'est-ce que l'Admo Hazaken nous explique, la différence entre la Chochma, qu'on est à la sagesse, Bina, l'entendement. Sagesse, intellect, la différence. Chochma, c'est la graine. Chochma, c'est la racine, c'est la base. C'est cette graine de la pomme, c'est cette idée, mais qui en soi n'a pas de valeur. La graine de pomme en soi ne vaut rien si je ne décide pas de la prendre, de la développer, de l'utiliser, de la mettre dans tous ces détails, sur papier, sur plan, sur ordinateur, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je fais avec. Ça, c'est Bina. Bina, qui est l'entendement, je prends cette graine, je prends cette idée, et je mets ça dans les détails. Je commence à construire le plan d'action. Je commence à me dire comment je vais faire. J'ai une merveilleuse idée, on va faire telle chose, on va faire tel produit, on va lancer telle idée. Magnifique. Et alors, comment tu passes du plan, comment tu passes de l'idée, comment tu passes du rêve, comment tu passes de cette idée qui est peut-être majestueuse, mais mettre ça en application. On va voir dans le texte comment le mot Hazaken nous dit, ça même sont les mots que représente la sagesse. Comment on dit la sagesse en hébreu? Chochma, achacham. Qu'est-ce que ça veut dire chochma? C'est 2 mots ensemble. Koachma. Qu'est-ce que ça veut dire koachma? J'ai ici une force, j'ai ici une idée, j'ai ici un potentiel. Ma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est cette idée? Qu'est-ce qu'elle est cette potentiel? C'est magnifique, c'est une merveilleuse idée, mais qu'est-ce que je fais avec? Ça reste au stade de chochma. C'est-à-dire, j'ai cette idée merveilleuse, j'ai ce projet merveilleux, je ne sais pas encore quoi faire avec. Après arrive l'étape de Bina. Bina vient du mot Idbonenut, qui veut dire méditer. Ça vient aussi du même mot que Bnia, qui veut dire construire. Je prends cette idée, je la développe et je crée. 100%.
C'est pas juste de comprendre. Je cherche maintenant à le mettre en application. Une fois que j'ai eu cette idée, je mets ça en application. Prenons avec la technologie d'aujourd'hui qu'on a, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans les LED, que ce soit dans les lampes, la voiture, un train, le téléphone, l'appareil photo, peu importe ce qu'on veut inventer aujourd'hui. Tout a commencé d'une simple idée. Et avec cette simple idée, il fallait juste développer cette idée, le mettre en détail jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, sans arrêt des mises à jour et sans arrêt des nouveaux produits. Tu as l'iPhone 4, et l'iPhone 5, et l'iPhone 6, et l'iPhone 7. Et pareil avec chaque produit, quand tu repars à la base et tu dis à Steve Jobs ou n'importe quelle autre personne sur Terre, qu'est-ce que tu avais rêvé il y a 20 ans, 30 ans? Est-ce que tu as pensé un instant de voir le produit fini qu'on a aujourd'hui? Je me rappelle encore dans les années 95, 96, les gros portables Motorola. Je n'avais pas de poche pour les mettre. Même dans une poche. Fallait peut-être un sac pour le porter. Alors les gens vont te dire, tu avais à l'époque les ordinateurs, on ne parle pas d'écran plat, on parle des ordinateurs qui prenaient la moitié de la table. Va savoir ceux qui prenaient une chambre entière, ça c'était les tout premiers. Mais quand tu parles de la voiture, prenons un exemple. La voiture dans laquelle nous voyageons aujourd'hui, quand tu remontes à 100 ans en arrière, tu as aujourd'hui des ingénieurs qui sont assis tous les jours pour développer comment s'assurer que la voiture soit meilleure, avec plus d'électronique, plus sécurisée, plus rapide, plus fiable, plus confortable, et dans des centaines de marques dans le monde entier. Reviens maintenant, passe en arrière, au départ du projet. Quelle était l'idée? L'idée a commencé avec une idée basique. Brûler de l'essence, ou faire brûler de l'essence peut créer de l'énergie et pousser des roues. Il faut que je mette des roues, je mets de l'essence avec les roues fait en sorte que ça avance. Basique, simple. Je prends de l'essence, j'ai des roues, il faut que je fasse le lien entre les deux et ça bouge. De là, on est parti avec quel type d'essence, quel type de roue, comment ça va les pousser, quelle rapidité, quelle vitesse. Aujourd'hui, on en tient déjà avec les ailes sur la Seine. Est-ce que c'est une voiture qui va voler? Est-ce que c'est des taxis qui volent? Comment va brûler l'électrique? Comment va être utilisée l'essence? Est-ce qu'on doit utiliser forcément une sorte d'essence, plusieurs sortes d'essence? Est-ce qu'on peut faire un hybride? Et comme ça, sans arrêt, ça tu reviens à la base. L'idée était une seule simple idée. J'ai de l'essence, j'ai des roues, il faut que ça bouge. Et comment mettre tout ça ensemble? Et aujourd'hui, on n'arrête pas de développer cette idée. Ça, c'est ce qu'on appelle Bina. La différence entre la sagesse et l'entendement. Parlons des personnes. Dans le monde, nous avons deux types de personnes. Les innovateurs. Mais des fois, on te dit que les gens qui ont le plus grande intelligence ne sont pas capables de mettre quelque chose sur un papier. Ils sont capables de te lancer l'idée. Mettre ça en application. Faire en sorte que cette idée qu'ils ont eue, qui des fois, ils ont un débordement d'intelligence. En règle générale, tu vois des gens qui ont l'air comme des gens qui sortent d'un autre monde. Ils viennent et te lancent une idée que tu peux prendre comme une idée la plus bête sur Terre. Mais des fois, c'est l'idée la plus belle. Sauf qu'ils n'ont pas les ustensiles nécessaires pour pouvoir prendre cette idée et la faire descendre terre à terre. C'est un merveilleux projet. Mais comment le faire concrètement? Je veux dire, on a plein de politiques. Te lance des idées, on va diminuer 50 milliards, c'est des beaux mots. Mets-moi ça sur un papier, en application, plus combien, moins combien, d'où tu vas le faire, qu'est-ce que tu vas faire avec? Deux types de personnes, Anne Morazakan te dit. Tu as des gens qui sont magnifiques en ayant de merveilleuses idées. Ils ont toujours la possibilité de te créer des idées magnifiques. On va faire un tel bâtiment, on va faire un tel produit, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Mais ils n'ont aucune idée comment les développer. Comment les mettre sur terre? Mais ils ne sont pas bêtes. Sauf que leur intelligence reste à l'éclair, à la graine. Qu'on a dit tout à l'heure la réponse au départ, c'est indispensable d'avoir la graine. On est obligé d'avoir cette graine. Sauf qu'en ayant cette graine toute seule, on ne peut pas se suffire pour pouvoir mettre cette graine qui va, plusieurs années plus tard, développer un arbre avec des fruits. C'est comme les créatifs et les pragmatiques. C'est dur de dire les créatifs et les pragmatiques parce que pas forcément les gens qui ont ces idées, qui ont ces merveilleuses idées, ne sont pas pragmatiques. Justement, la plupart du temps, ils ne le sont pas. Il faut un créatif et un pragmatique. Qui est le créatif, qui est le pragmatique dans celui qui a la sagesse, il est créatif. Mais il n'est pas pragmatique. Pourquoi il n'est pas pragmatique? Souvent, les gens qui sont créatifs... Il lui manque ce détail. Si on met deux personnes ensemble... C'est ça. Ils font un. Mais Enfin, ils sont complémentaires. il ne sait pas comment arriver, comment aboutir. On va y arriver. Il y a des personnes qui sont tout à fait contraires. Ils n'ont pas d'innovation. Ils ne savent pas innover. Eux, ils savent, une fois que je vois le produit fini, je peux te modeler ce produit, je peux te reproduire ce produit, je peux te faire ce produit. Prenons aujourd'hui les pâtissiers. Tu vois des fois des gens, que des chefs pâtissiers, Pierre Hermé, va savoir, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?
Comment ils ont été capables de te deviner que tel gâteau avec tel citron, et tu te dis, mais waouh, tu parles à des gens normaux, on va dire, des gens normaux. Et tu veux du citron, tu veux un gâteau au café, un gâteau au citron, tu mets du café, tu mets du sucre, tu bats des œufs, tu montes, tu descends, tu attends une heure, tu mets au four, c'est sorti, merci, au revoir. Et là-bas, tu vois qu'ils réfléchissent, et qu'ils font un dessin sur un papier, tout ça pour en sortir un gâteau. Que ce soit un gâteau, et pour eux, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est quelque chose, et c'est pour ça qu'ils sont fameux dans le monde. Et quand tu réfléchis entre toi, tu dis, mais qu'est-ce que tu prends la tête? Tu veux un citron, presse un citron, mets quelque chose, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu compliques la vie? Et pourtant, les deux gâteaux se ressemblent, mais ni dans les goûts. Je ne parle pas de ceux qui sont capables de te décrire en goûtant juste une cuillère. Il y a de l'anis, il y a du café, il y a du rhum. Qu'est-ce que tu goûtes? Toi, tu te demandes, qu'est-ce que tu as goûté? Ouais, il y a du citron, c'est bon. Ni tu comprends, ni... Ils sont capables par rapport au goût. Tu as les innovateurs, et tu as ceux qui ne sont pas capables d'innover. Mais une fois qu'ils voient le produit fini, et ce Pierre Hermé ou peu importe qui d'autre vient te voir et ce produit fini, tu dis, reproduis-moi le même. Fais-moi une déclinaison. Montre-moi comment tu es capable de changer ce gâteau, changer ce produit, en gardant les éléments basiques. Je te donne la liste. À toi de m'adapter ça en quelque chose de nouveau. Ça reste une forme de créativité aussi. Créativité, mais à base d'un produit. Le produit principal, tu ne l'as pas créé. La preuve, c'est que tu n'avais pas l'idée comment créer du néant à quelque chose. Comment assembler ces goûts salés, sucrés, cuits, crus, mélanger des choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La preuve, c'est que tu n'as pas eu l'idée de le faire. Lui, il l'a fait. Ou le contraire, j'allais dire encore mieux, lui, il était capable de mettre ça sur papier. Maintenant, il a besoin de tes mains pour te dire, assemble-moi tout ça et fais-moi quelque chose. Fais-moi sortir quelque chose de tout ça. Et d'ailleurs, n'importe quel chef cuisinier, ou chef pâtissier, international, national, mondial, il ne peut pas faire tout seul. Il peut te faire le dessin, il peut te faire la description, il peut te donner les notes. Il a besoin d'une équipe derrière lui. Des gens qui vont être capables, il va s'occuper de tel produit. Et ensemble, c'est comme un orchestre. Ensemble, on va avoir la mélodie merveilleuse qui va sortir de la musique. Mais si tu n'as pas les chefs d'orchestre, si tu n'as pas l'orchestre qui suit, tu n'as rien. Tu n'as pas la graine et tu n'as pas l'arbre. Les deux ensemble. On peut après analyser chacun d'entre nous. Chacun peut faire une auto-analysation, si ça se dit en français. Et se dire, si je te propose deux sociétés dans lesquelles travailler, une société d'innovateurs ou une société de développeurs, laquelle tu choisirais? Tu as des gens qui vont dire, moi je suis beau dans la création, dans la créativité. À chaque fois, je me merveille des gens qui travaillent dans le design, la graphique. Travaillent à toutes les activités. Des fois, tu donnes un produit à quelqu'un et tu n'as aucune idée comment va sortir le produit fini. Je parle pour moi. Je sais ce que je veux. Je sais quel texte. On peut travailler sur le texte. On peut développer le texte. On s'imprègne des différentes idées. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Comment va être le produit fini. Et tu vois deux différents graphistes. Un dont sa manière de faire les choses, sa manière de faire conception, c'est toujours dans le même style. Chacun il a son style. Mais un, ça va être brouillon, fouillis. Et c'est un style que certaines personnes aiment. Et tu as un autre que ça a l'air épuré, clair, précis, vivant. Deux choses différentes. Après, toi, choisis. La Moazaken, il rentre plus loin en te disant que c'est là la raison. Maintenant, on va entrer dans ce qu'on a dit dans le deuxième chapitre. Pourquoi Chochma et Bina, la sagesse et l'entendement, c'est appelé dans le langage de la mystique juive de la Kabbale, le père et la mère. Avec tout ce que je viens d'expliquer, on va comprendre la différence. Pour amener un enfant au monde, on a vu tout à l'heure que Chabad représente les parents, les mères, et après les 7 attributs représentent les descendants. Pour amener un enfant au monde, le père donne la graine, et la mère est responsable de développer la graine, de développer l'idée, pendant les 9 mois jusqu'à avoir un enfant. C'est pour ça que la Torah considère que le père représente la sagesse, et la mère, la femme, représente l'entendement. Ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont bêtes, et ça ne veut pas dire que les pères ou les hommes ne sont pas capables de développer une idée. Mais dans l'idée, comment Dieu il a créé le monde, le père, c'est celui qui représente la chokhma, qui représente cette idée, cet éclair, cette graine. Et la mère, celle qui est capable de prendre cette graine et la développer. Et comme l'Agmara nous dit la fameuse question, quand un mari, un homme, il amène à la maison du blé, est-ce que tu mâches du blé? Tu ne mâches pas du blé. Un homme, il est capable d'aller prendre le blé du champ et de l'amener à sa femme à la maison. La femme, elle est capable de prendre le blé, de commencer à faire de ça de la farine, de faire ça à part. Aujourd'hui, tu as des chefs cuisiniers. Bien sûr, on n'a pas eu le contraire. Mais je dis, en règle générale, ça c'est l'idée que Dieu il a fait sur terre. Toi, tu es capable d'avoir une idée, la femme, elle est capable de prendre cette idée et la développer. Très belle histoire.
Il y avait un chassid du Tzemar Tzedek, du 4e rabbi de Chabad, qui ne donnait pas la tzedaka. Il avait ce qu'on appelle la main fermée. Peut-être qu'il avait le cœur fermé, peut-être qu'il avait quelque chose d'autre fermé, peut-être qu'il avait une poche trouée, il ne donnait pas la tzedaka. Son maître, le Tzemar Tzedek, 4e rabbi de Chabad, il est venu le voir et il lui a demandé la question, il dit, pourquoi tu ne donnes pas de tzedaka? Qu'est-ce qui se passe? C'est une mitzvah de la Torah, donner la tzedaka tous les jours, soutenir les institutions, soutenir le Beit Chabad, soutenir n'importe quel chose. Pourquoi tu ne fais pas de tzedaka? Cet homme qui pensait qu'il est intelligent, il parlait avec le Tzemar Tzedek. Il répond en disant, ma femme ne veut pas que je donne tzedaka. C'est toujours la bonne excuse, un mari qui ne sait pas quoi faire. Ou un mari qui veut toujours se dédommager en montrant qu'il est très intelligent. Il dit, c'est ma femme, c'est la faute de ma femme, c'est pas de ma faute. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, ce qui est chez toi une graine, un point, chez elle, c'est développé. Puisque toi, depuis le départ, tu n'es pas intéressé à donner tzedaka, chez elle, ça s'amplifie de manière beaucoup plus large. Si toi, tu aurais montré depuis le départ que tu es intéressé, chez elle, ça aurait été montré de manière beaucoup plus large. Ok. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça pour chacun? Non, on parle en règle générale. Et maintenant, on comprend pourquoi la Torah dit que les femmes ont beaucoup plus d'entendement que les hommes. Les femmes ont cette bina, cette possibilité, cette capacité de développer une idée qui peut être une simple idée. Chez l'homme, ils ont la possibilité, d'après la Torah, comment la Torah regarde les choses, d'accord? Il ne faut pas prendre ça péjoratif de manière que les hommes n'ont pas cette capacité. Faux, bien sûr qu'ils ont aussi cette capacité. Mais les femmes ont la capacité de développer ces idées qui sont à l'apparence comme une graine, une éclair, de mettre ça en application sur terre. C'est pour ça que quand on parle pour nous, pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons le côté masculin, le côté féminin. À l'intérieur de l'âme de chacun d'entre nous, nous avons la chokhma et la bina, la sagesse et l'entendement, qui est le père et la mère. La sagesse qui est l'idée générale, l'idée globale, et bina qui est l'entendement qui développe et qui fait en sorte que de ça on a tout ce bâtiment, toute cette idée. Mais là, il faut arriver à la suite. Une fois qu'on a le père et la mère, on arrive maintenant aux sentiments. C'est quoi les sentiments? On a dit tout à l'heure, les différents sentiments. C'est les différents 7 sphères, les différents 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Et on a vu la dernière fois, c'est ça qu'on va rentrer dans les détails dans le prochain cours, le fait que la sagesse amène forcément au sentiment. Quand quelqu'un il a compris quelque chose, que quelque chose est positif et bien pour lui, il va développer un sentiment positif envers la chose qu'il a compris que c'est quelque chose de bien pour lui. Quand quelqu'un il arrive vers une compréhension négative de quelque chose, que ce produit n'est pas bien pour lui, que cette chose n'est pas bien pour lui, automatiquement, il va développer un sentiment négatif envers telle chose. Oui, on est tous humains, et des fois, malgré qu'on sait que quelque chose n'est pas bien pour nous, on va quand même le faire, quand même le vouloir. Mais en règle générale, le contraire. Prenons un simple exemple avec un enfant et des parents. Un petit enfant que son intelligence ne s'est pas encore développée. Tu as un bébé qui est au bord du trou, au bord des escaliers. Il court vers le bord des escaliers. Sa tête n'a pas encore compris que pour lui, pour sa taille, tomber des escaliers, c'est un danger. Il peut se faire mal. Et les parents qui sont derrière, ils crient de peur. Fais attention, tu vas, attends une seconde. Est-ce que chez eux, la différence est sentimentale ou c'est une différence intellectuelle? La réponse est tellement simple. La différence chez eux, c'est seulement dans la tête. Eux, ils ont compris quel danger il y a pour un enfant de son âge de tomber des escaliers. L'enfant, il n'a pas compris dans sa tête, il ne voit pas c'est quoi le danger. Il est totalement aveugle par rapport à ce danger. J'ai pris une fois une formation en Israël sur les différentes manières dans la vie, les différentes étapes de la vie, les différents développements de la vie. On expliquait que le champ de vision d'un adulte et le champ de vision d'une personne âgée et d'un enfant sont totalement pas les mêmes. Autant un adulte, une fois qu'il est totalement développé, son champ de vision est à 90 degrés, n'est pas juste droit. Un enfant est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, il se rétrécit. Il ne voit pas ce qui se passe sur les côtés. Il voit beaucoup plus ce qui se passe en face de lui. De là, des fois, pourquoi ils traversent la route sans voir. Pas parce qu'ils n'ont pas tourné la tête, parce que leur champ de vision n'attire pas, ne font pas attention aux dangers qui pourraient arriver, comme chez un adulte. Est-ce qu'on parle ici d'une différence sentimentale? Parce que la mère ou le père, il sent le danger. Il ne sent pas le danger, il a compris qu'il y a un danger. L'enfant ne sent pas le danger, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il y a un danger. Donc tout découle de la graine, tout découle du sechel, tout découle de la sagesse, qui après engendre les sentiments. La fameuse phrase qu'on répète dans tous les mariages, c'est qu'un homme et une femme s'appellent avec le même mot dans la Torah. Ish et Isha. Ish c'est un homme, Isha une femme. Et quelle différence il y a entre les deux? On dit que Ish c'est quoi? Aleph Yud Shin. Une femme, Aleph Shin E. C'est exactement les deux mêmes lettres, Aleph Shin et Aleph Shin qui veut dire feu. Sauf que chez l'un c'est un Yud et chez la femme c'est le.
Viens, l'Admor Azaken et te dit, regarde la différence. Quand nos sages nous disent que si un homme et une femme méritent, la divinité règne parmi eux, c'est écrit dans l'Agmara Sota, viens Rash et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, la divinité règne parmi eux? L'homme, Esh, la femme, Esh, feu, feu. Le Yud et le He représentent le nom de Dieu, par ça que Dieu il est présent dans le couple, automatiquement on est garanti que rien ne peut nous arriver et qu'on peut avoir un couple béni, etc., etc. Mais analysons ça d'après la Chassidut. Pourquoi chez l'homme tu as un Yud et pourquoi chez la femme tu as un He? Dans les lettres, le Yud c'est un point et le He c'est de manière beaucoup plus développée. Parce que l'homme qui représente la Chochma, la sagesse, qui est une simple éclair, qui est une simple graine, automatiquement c'est un seul point. Chez la femme, que les choses sont de manière beaucoup plus large, beaucoup plus développée, automatiquement, ce n'est pas un point, c'est un... De là encore une raison pourquoi l'homme a toujours seulement la sagesse, le départ, le point de départ, et la femme le développe et met ça en application. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours dire que la conséquence de l'intelligence développe un sentiment? Ou bien est-ce que les sentiments ne sont pas forcément influencés de l'intelligence, de la sagesse? Ils ne sont pas forcément influencés. Pas forcément influencés. Non, je pense que des On fois, peut avoir des sentiments sans avoir un brin d'intelligence par derrière, sans avoir une graine d'intelligence par derrière, une graine de sagesse par je derrière. pense. Comment on a développé ces sentiments? On n'en est plus à le développer. Et en plus, le développement d'un sentiment n'est pas forcément un développement intellectuel. C'est une sensation. Mais comment je suis arrivé à avoir tel sentiment s'il n'y avait pas eu d'intelligence derrière? Comment je peux aimer ce gâteau si j'ai jamais compris, consciemment ou inconsciemment, que ce gâteau, il est très bon? C'est juste une sensation. Mais sensation qui Ça se découle de comprend quoi? pas que ça soit bon. C'est pas compréhensible. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la compréhension. Parce que ce que je peux trouver bon, vous pouvez ne pas le trouver. Alors que, Parce qu'on perçoit les choses de manière différente. donc, la perception, l'émotion, le sentiment est, pour moi, détaché de l'intellect. D'accord. L'Admor Azaken dit le contraire. Pourquoi il dit le contraire? Parce que par la force des choses, si j'ai n'importe quel sentiment qui s'est développé à l'intérieur de moi, forcément, à un moment quelconque, à une idée, dans un certain moment de la vie ou de l'événement, c'est l'intellect, la sagesse qui a eu un impact pour pouvoir avoir tel sentiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, inconsciemment. C'est pas forcément que j'ai compris qu'est-ce que monsieur Pierre, mais auquel tel chef pâtissier il a mis dans cette pâtisserie qui a fait que, pas forcément on est à ce niveau-là. Mais au final, c'est la tête qui m'a fait comprendre que ce gâteau il est bon pour moi, pour ça je dois le manger, pour ça j'ai envie de le manger. Regardons le texte, comment la Morazakan dit. Je vais donner la feuille, mais c'est pas grave, c'est en oral. C'est 3 lignes. Biurainian, c'est quoi l'explication? L'explication de ce qui précède est la suivante dans ce passage. Ici, regarde là. L'explication est la suivante. C'est quoi? L'explication qui précède est la suivante. L'intellect et l'âme rationnelle, qui est la faculté qui conçoit, est appelée chorma, qui veut dire koachma, la potentialité de ce qui est, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on fait passer cette puissance du potentiel à l'effectif. C'est-à-dire quand on fait travailler son intellect afin de comprendre une chose véritablement et profondément dans son processus évolutif à partir du concept qu'on a conçu dans son intellect, cela s'appelle Bina. Chorma et Bina, l'intellect et l'entendement, la sagesse et l'entendement sont les pères et mères qui donnent naissance à l'amour de Dieu ainsi qu'à la crainte et au respect qu'il inspire. Sans cette sagesse, sans cette compréhension préalable, je ne peux pas développer le sentiment de vouloir aimer ou craindre Dieu ou n'importe quelle autre chose. Sur cette différence, on a une autre explication, une autre histoire intéressante du Rabbi Shalom Ber, qui était le 3e rabbi de Chabad. Avec son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le 5e rabbi de Chabad et le 6e. Ils sont partis une fois se reposer en Autriche, à Vienne. Un jour, le Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, il voit son père à 5 heures d'après-midi, assis avec les yeux ouverts, en train d'être approfondi, totalement déconnecté du monde de l'endroit où il se trouvait. Il est resté en train de penser pendant 10 heures d'affilée, jusqu'à 3h45 du matin. Là, il s'est réveillé, il a commencé à demander où on est, quel jour, etc., etc. Après, on a compris qu'en réalité, pendant ces 10 heures, il a mis les bases d'un des discours de la Chassidoute les plus profonds et les plus importants, qui est, après, s'est développé pendant 5 ans, de 1912 à 1916, qui est sorti en 3 volumes, en 1500 pages. Ça, c'est ce que nous montre la différence entre qu'est-ce que c'est la chorma, la sagesse, qui peut des fois prendre 10 heures, mais qui prend 5 ans pour se développer plus tard. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui.
Maintenant qu'on a parlé de ça en règle générale, on n'a pas du tout développé comment ça se développe dans l'âme divine et comment ça se développe dans l'âme animale. Maintenant, on va rentrer la prochaine fois dans les détails, voir comment se développe la sagesse, l'intellect, l'entendement et la connaissance du point de vue de l'âme divine, et comment se développent toutes ces choses-là du point de vue de l'âme animale. Et je peux vous dévoiler le secret qu'une fois qu'on aura compris ça, on va commencer à comprendre pourquoi nous avons tellement de bagarres, de disputes internes à l'intérieur de chacun d'entre nous tous les jours, entre vouloir faire ce qu'il faut faire, ne pas vouloir faire ce qu'il ne faut pas faire, et entre le même moment, le même instant, est-ce que maintenant je fais ce que Dieu demande de moi ou je ne demande pas ce que Dieu demande de moi? C'est riche, passionnant, mais ça sera la semaine prochaine. En attendant, joyeux Purim à tous. Pas oublier demain le jour de jeûne. Jeûne d'Esther, pour ceux qui sont en bonne santé, hommes, femmes et enfants au-dessus de Bar Mitzvah. On a l'habitude de donner Machet Shekel et le demi-cycle dans la Tzaka. La Megillah, samedi soir à 20h au Bet Chabad, 21h la deuxième lecture. Dimanche matin l'office à 9h30. Lecture de Megillah, la fête des enfants 12h30 à 15h30 avec la lecture de Megillah. Le repas de Purim 18h30, obligé d'être présent. Tout celui qui ne fait pas la fête de Purim ne mérite pas de faire la fête de Kippour. Donc c'est une blague de Purim, parce que c'est la même fête, mais important d'être présent. Très bonne fête à tous et prochain cours. C'est énormément important, bien sûr que c'est énormément important. C'est grâce à ça qu'on fête et qu'on remercie le bon Dieu pour les miracles qu'il nous a fait.